TF1. Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin F1. Je m'appelle Abdoussal et voici l'épisode numéro 44. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça, mais le numéro 44, c'est le numéro de notre champion en titre, Lewis Hamilton, sextuple champion du monde de Formule 1. Il a commencé sa carrière en F1 en 2007 avec McLaren. Ensuite, il est parti en 2013 chez Mercedes où de 2014 à 2019, il a remporté 5 autres titres. Et évidemment, Lewis est une figure très populaire dans l'univers de la Formule 1. Et il est même pas très loin de battre le record de Michael Schumacher en termes de nombre de victoires. Alors, Hamilton est en 2020 à la chasse à ce grand record. Au menu cette semaine, devinez quoi? C'est semaine de course! Et la première de la saison même. Enfin, on peut dire pour vrai, on va faire un épisode spécial sur cette saison 2020. Écourté, si on peut dire, parce qu'évidemment, nous avons été tous en confinement. Même la Formule 1 n'y a pas échappé. Alors, évidemment, on va parler, on va faire un genre de questions. Ça va être en 3 parties. Il y aura une question des internautes. La deuxième partie, ce sera les questions de l'animateur. Et la troisième partie, ce seront des prédictions, en fait, pêle-mêle, si on peut dire. Et évidemment... On va se mouiller un peu. Pardon? On va se mouiller un peu. On va se mouiller, exactement. Et évidemment, la voix que vous avez entendue, c'est Marc-André Fortin. Salut Marc-André. Salut Abdou. Comment vas-tu? Ça va extrêmement bien. Comment ne pas bien aller lorsqu'on rentre dans une semaine de F1, surtout après 7 mois sans avoir de course? Abu Dhabi est un peu loin en ce moment. Ah ouais, écoute, c'est la première fois depuis le 1er décembre qu'on va avoir une vraie course. Remarquez qu'on était proche d'en avoir une en Australie, mais évidemment, l'annulation de l'épreuve à cause du coronavirus, on a décidé tout autrement. Donc, ça veut dire qu'on aura une saison écourtée, en fait, et qui commence au beau milieu de l'été. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs. C'est un départ. Et oui, enfin, la première course de la saison, c'est en Autriche et non en Australie. Alors, sur le circuit du Red Bull Ring, enfin, on peut dire, 7 mois après le dernier Grand Prix, un peu plus de 3 mois, 4-5 mois à peu près depuis le dernier, la dernière fois qu'on a vu des Formule 1 rouler, en fait, c'était lors des essais privés des essais hivernaux à Barcelone. Et on avait une petite idée de où on s'en allait pour le Grand Prix d'Australie, mais évidemment, le coronavirus est entré dans le chat et a tout supprimé jusqu'à aujourd'hui, au mois de juillet. D'ailleurs, cet épisode va sortir le 1er juillet. Bonne fête du Canada, tout le monde, à ceux qui la célèbrent, évidemment. Alors, sans plus tarder, Marc-André, on va commencer avec la première partie. Donc, ce sera la question des internautes. Parce que sur Facebook et sur Twitter, on vous a demandé de nous poser des questions en vue de la saison 2020. On en a 2 quand même, c'est mieux que rien, là. Donc, on va y répondre. Puis, si jamais vous avez d'autres questions, on pourra en répondre toujours sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à le faire. Alors, Marc-André, on va commencer avec une question de notre Francis Paquette National, celui qui
qui participe souvent à tout ce qu'on fait au bulletin F1. Alors, Mhm. il nous pose la question suivante. On connaît déjà le top 3 du championnat des constructeurs. Selon vous, qui finira quatrième cette année? Et selon lui, il va même d'une prédiction, ça va être entre McLaren et Racing Point. Je pense qu'il voit bien. Je pense qu'on a vu au cours des essais libres que McLaren, encore une fois, avec la saison qu'ils ont fait l'an dernier, une excellente saison avec Carlos Sainz qui était absolument exceptionnel, qui l'a aidé sûrement à avoir son baquet chez Ferrari l'an prochain. Mais encore une fois, je pense que le mélange McLaren-Renault va bien et l'écurie semble heureuse avec le motoriste et ça fait la différence lorsqu'on regarde les résultats que McLaren ont eu depuis l'an dernier. Et cette année, avec les essais hivernaux, on a vu que ça allait continuer. Maintenant, parlons de la Mercedes Rose, qui est... bon, cette année, c'est comme ça qu'on l'appelle. Est-ce que l'an prochain, elle va vouloir avoir plus de personnalité? C'est une question que seul Racing Point va pouvoir répondre. Mais en ce moment, c'est une Mercedes qui est camouflée en Racing Point. Donc, j'ai l'impression qu'ils vont être très forts cette année, en plus d'avoir un duo de quand même de pilotes intéressants avec Stroll qui commence à avoir plus d'expérience. Et si Lance Stroll est capable d'avoir de bonnes qualifications rapidement en début de saison, ça pourrait faire une énorme différence dans les résultats de Racing Point. On sait que Perez est un pilote qui est expérimenté, qui est capable de bien ficeler les problèmes d'une voiture et de les régler avec les mécanos et pour avoir le plus de performance possible avec la voiture. Donc, je pense que ça va être les deux autres qui pourraient prendre la 4e position. Et moi, je vois peut-être Racing Point avec une certaine avance, mais en même temps, il ne faut pas négliger non plus la performance de McLaren. Et surtout, je pense peut-être un Norris pourrait un petit peu venir camoufler les cartes, là, venir jouer avec le paquet de cartes, puis les changer d'endroit, puis peut-être que McLaren pourrait se faufiler, mais j'ai l'impression que Racing Point va malgré tout réussir à avoir la 4e position. Moi, je pense que, effectivement, comme vous, je pense que ça va être McLaren ou Racing Point. Moi, je pense que ça va être plus McLaren, évidemment. Vu le package, la Racing Point, elle est très rapide, mais il y a le facteur aussi fiabilité. Je pense que c'est vrai que pendant les essais, la Racing Point a été très très fiable, mais est-ce que elle pourra l'être tout au long de la saison? Et j'aimerais ajouter un outsider. Je t'écoute. Cette voiture, elle est noire et jaune. Elle a un losange comme logo. Et c'est une écurie française. Elle s'appelle Renault. Parce que, oui, je sais que Renault, c'est quand même une balle courbe que je lance. Mais je pense que la Renault, personnellement, c'était pas des essais tout aussi concluants que ce qu'on pouvait voir, par exemple, il y a 2 ans, en 2018. Mais je crois que avec Daniel Ricciardo, qui va probablement... je sais qu'il va quitter pour McLaren la saison prochaine. Mais avec Esteban Ocon aussi, un bon duo de pilotes, je pense que cette écurie a ce qu'il faut pour... rivaliser avec McLaren et Racing Point. Encore là, est-ce que la voiture va être au-delà des attentes pour faire oublier un peu la contre-performance de la saison dernière? Je sais pas trop, mais je pense que Renault... Ou en dessous. Ou en dessous, surtout, là. On n'a rien contre nous, mais c'est juste que c'est une écurie qui est capable de beaucoup parler, mais qui sous-performe. Parfois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le point où peut-être j'ai plus de misère, c'est l'ambiance qu'il va avoir dans cette écurie qui va être
disons, assez spécial avec la situation actuelle qui a forcé le mercato de la Formule 1 à se faire plus tôt et même avant la saison. On connaît les résultats. Daniel Ricciardo quitte vers McLaren. Et j'ai l'impression que ça va pas être une ambiance de travail qui va être favorable autant pour Ricciardo que pour Renault. Et je pense que ça va jouer sur les performances de Renault. J'ai l'impression que, oui, ce sont des professionnels. Je pense qu'il y a un moment où tu dois départager le travail à faire actuellement au reste de tous les tracas que les pilotes et les dirigeants peuvent avoir entre eux. Mais j'ai beaucoup de misère avec Renault. C'est une écurie qui est peu fiable et qui a des problèmes en termes de performance à plusieurs reprises. On a vu pourquoi Red Bull a quitté le motoriste Renault. Ouais, et justement, parce que ça, c'était une des questions que je voulais poser dans la deuxième partie. Réussir à avoir fiable, peut-être qu'il peut. OK, on va y répondre, OK. Mais ouais, je pense que ça va être intéressant de suivre comment Renault va aller, mais moi, je ne les vois pas du tout se battre pour la 4e et la 5e position. Oui, et justement, en fait, maintenant, ça, c'était une question que je voulais poser dans la deuxième partie, mais Okay. qu'est-ce que... On y reviendra. Non, mais on est dans le vif du sujet en plus. OK, on est Donc, dans le vif du sujet, parfait. Est-ce que on parlait justement de la relation de Ricciardo et Renault. Est-ce que tu crois que la relation va être aussi sûre qu'un Fuzzy Peach? Ça va être explosif, ça c'est sûr. On sait que Ricciardo, même derrière son sourire et son air joyeux, on a vu qu'il pouvait être... on l'a vu avec Red Bull, on se souviendra de sa défaite avec Red Bull à Monaco il y a 2 ans. En 2016, ouais. Ouh. 2016, ouais. Où il avait pris un mois de congé après pour, pas un mois, mais 2 semaines de congé seul dans un chalet pour décompresser. J'ai l'impression que c'est une relation qui pourrait potentiellement exploser durant la saison. Puis, d'un côté comme de l'autre, on est mécontent. Donc, du côté de Renault, je pense qu'on n'est pas heureux de la façon dont Ricciardo a géré ça. Mais en même temps, Renault n'a pas fait... Je pense qu'en signant chez Renault, Ricciardo s'attendait à avoir une voiture améliorée, une meilleure version et une version qui allait potentiellement, pas cette année, mais dans les prochaines années, peut-être lui offrir la chance de se battre pour un championnat. Et ils n'ont pas répondu aux attentes de Ricciardo, donc je peux comprendre pourquoi il est mécontent. Mais même chose du côté de Renault, je pense qu'on a été déçus de la façon dont Ricciardo a géré tout ça. Alors, déjà, je sentais qu'il allait y avoir des tensions. Là, en plus, on connaît la suite. Là, Ricciardo s'en va. Mais en même temps, je pense que si les deux côtés peuvent être professionnels, peut-être que ça peut être une petite dernière saison entre les deux et ça peut bien se passer. Mais ça va jouer beaucoup. En même temps, là, on va le voir, mais probablement que Ocon va avoir les meilleures opportunités parce que c'est ton pilote futur, si on peut mettre ça entre guillemets, en raison du départ de Ricciardo. Mais en même temps, ça va être intéressant de suivre comment les écuries qui connaissent, qui savent que l'un de leurs pilotes s'en va, comment ils vont gérer ça. On pourrait même en parler avec Ferrari. Peut-être que c'est dans tes questions, mais ça va être intéressant de suivre quel pilote va avoir l'avantage dans une certaine situation, alors que dans l'autre, peut-être que si Ricciardo n'avait pas quitté Renault, il aurait eu l'avantage. Donc, ça va être explosif, mais je pense qu'ils pourraient peut-être bien performer malgré tout ensemble. On l'espère. Oui, et puis justement, parlant de cela, j'ai retrouvé l'extrait du communiqué de presse de Renault, de Cyril Abiteboul et de Renault après l'annonce du départ de Ricciardo chez McLaren. Puis tu sais, quand je te l'avais inscrit sur Twitter, comme quoi c'était un communiqué de presse salty. Je te le lire avec une traduction libre. Dans notre sport, et particulièrement dans la situation exceptionnelle, extraordinaire qu'on connaît, la confiance réciproque, l'unité et le commitment sont plus que jamais des valeurs
critique dans dans une équipe, dans un constructeur. Je suis confiant qu'en 2020, la saison va nous permettre d'accomplir plus que jamais ce qu'on fait ensemble. Nos ambitions et la stratégie de Renault vont rester inchangées. Donc, tu vois la première partie là où il parle des valeurs, du commitment. Ça, c'était un shots fired à Daniel Ricciardo. Vraiment. Oui, Donc, vraiment. Puis c'est pas la première fois que Renault fait des shots fired à un pilote, parce que je sais pas si tu te souviens dans le temps de Lotus, quand Kimi Raikkonen a annoncé qu'il signait pour Ferrari en 2014, ben t'as Lotus qui avait publié une photo not safe for work de la paix en période de rut. Ouais, je pense que c'est au caractère un peu français qui quand même dur sur leur position. Je pense que Cyril Abiteboul n'en fait pas exception. Ils veulent montrer que c'est une écurie qui a comment je pourrais dire ça, qui a l'importance de leurs valeurs. Et c'est pour ça que je ne vois pas comment leur relation pourrait bien se ficeler durant la saison. Moi, j'ai eu de la difficulté à croire ça. Maintenant, ça va être à eux de faire preuve de professionnalisme, comme je le dis depuis tantôt. Oui. Ça va vraiment être ça le secret, parce que tu pourras pas avoir une saison complète avec un Ricciardo qui est fâché de tout ce qui va se passer. Puis dès que Ricciardo va faire une faute, ça va être Renault qui va être critique envers son pilote. Donc, des erreurs pourraient coûter cher cette année. Vous en parliez avec Brian lors du dernier podcast, avec le rétrécissement du nombre d'employés. Ça se pourrait que des écuries ne puissent pas même mettre une voiture sur la piste si jamais on manque de temps entre peut-être la troisième séance d'essai libre et la première séance de qualification. Ça se peut que le temps soit réduit et qu'on ne puisse pas réussir à faire une voiture. Donc, les erreurs vont être très importantes et encore plus importantes de ne pas en faire cette année. Donc, j'ai hâte de voir comment cette écurie-là va gérer cette situation qui est explosive et à retardement. Ouais, ça va être quelque chose à suivre. On a maintenant... Oui, exact. Et parlant de pilote, ça c'est la deuxième question. C'est l'ami Michael. Et c'est une question que j'ai traduite en anglais parce que Michael vit en Angleterre. C'est un très bon ami à moi, puis probablement qu'il célèbre encore le titre de son équipe préférée. Je dis ça, je dis rien. C'est la mienne en plus aussi, donc... Allez. Est-ce que vous croyez que Sébastien Vettel essaiera de faire le moindre effort, sachant qu'il quittera Ferrari, ou il fera tout en son pouvoir pour faire regretter à la Scuderia Ferrari leur décision de ne pas le renouveler pour 2021? J'ai trouvé extrêmement pertinente cette question-là. Puis je l'ai vu passer, puis j'ai commencé à réfléchir parce que je pense que ça prenait un certain temps pour réfléchir à cette question-là. Puis j'ai décidé de le décortiquer peut-être en deux parties. Même s'il y a trois parties au côté sur la médaille, je vais juste en regarder deux. J'ai l'impression que Vettel, c'est un compétiteur, on le sait. C'est un gars qui veut gagner, mais qui ne prend pas toujours les bons moyens pour le faire. Mm-hmm. Et il a été peut-être avec la façon de réussir à gagner. Et puis, j'ai l'impression qu'il va tout faire quand même sans faire regretter Ferrari leur décision, juste pour bien terminer, pour bien partir, parce qu'on sait que les dernières années ont été
assez difficile pour Vettel, même si était très critique envers lui l'an dernier lors du bilan parce que il n'a pas bien terminé la saison. Il y a eu plusieurs erreurs durant la saison. Donc, j'ai l'impression que pour lui-même, ça va être important de bien finir cette saison puis de partir avec un côté plus heureux de son passage chez Ferrari, qui est un passage qui est important dans une carrière de Formule 1, on va se dire. Être un membre de la Scuderia n'est vraiment pas rien, c'est quelque chose de significatif. Mm-hmm. Et pour lui-même, pour son futur, que ce soit en Formule 1 ou à la retraite, je pense que ça va être important pour lui de bien terminer, de ne pas non plus avoir une rancœur envers Ferrari. Je pense que la décision logique était de faire signer un contrat à Leclerc, tout bonnement comme Red Bull a fait signer un contrat à long terme à Verstappen. Je pense que les deux situations se ressemblent beaucoup. Donc, je pense que pour bien finir, ça va être important pour lui. Et j'ai hâte de voir comment Ferrari va terminer sa balade avec Vettel. Oui, Leclerc est le futur, ça va être le numéro 1 cette année, mais de la façon dont ils vont gérer on sait que les consignes d'équipe ont été populaires chez Ferrari l'an dernier. Mm-hmm. Là, de quelle façon ça va se faire? Donc, est-ce que si Vettel a un bon rythme, mais que Leclerc pense avoir un meilleur rythme que lui, est-ce que Ferrari va dire à Vettel, OK, ben là, c'est fini, tu cèdes ta place à Leclerc? Je ne le souhaite pas, même si je pense que Vettel a encore des choses à apprendre à Leclerc. Leclerc est jeune encore. Il n'y a pas beaucoup d'expérience. Alors, j'espère que Ferrari va mieux gérer la situation que l'an dernier pour justement que Vettel puisse avoir une saison qui est pas coulée dans le béton, là, pas une belle balade sur la rivière, mais au moins qu'elle soit moins rocambolesque qu'elle l'a été dans la saison dernière. Oui, et moi je pense aussi que pour répondre à la question aussi de Michael, moi je pense qu'il va quand même continuer à faire des efforts, mais sans que Ferrari fasse les fous comme ils l'ont fait l'année dernière avec les consignes d'équipe. Donc moi je pense, puis même Mattia Binotto dit que bon, les deux pilotes vont quand même être traités de manière égalitaire, mais je ne crois pas à ça. Je pense qu'ils vont essayer ils vont quand même essayer de favoriser Leclerc, étant donné que c'est le futur numéro 1, et on sait déjà que Vettel, à partir de cette année, à partir de ce dimanche, ce sera un pilote qui a 8 à 10 courses à faire avec l'écurie. Donc, moi, je pense qu'ils veulent préparer le terrain pour Leclerc. Donc, moi, c'est pour ça que Vettel va faire le moindre effort pour leur dire, je vous l'avais dit, hein, moi j'en ai encore. Même si je vois que c'est peut-être Vettel qui a pris la décision de quitter aussi, là, selon les modalités du contrat offert, la prolongation offerte par Ferrari. Alors, je crois aussi que Vettel va tout faire en sorte pour que, si jamais il devait prendre la décision de rester en Formule 1, qu'une écurie puisse l'embaucher sur le champ pour qu'il puisse avoir des débuts de négociation, parce que personnellement, Vettel chez Mercedes, ça c'est non tout de suite, parce que je vois pas Vettel agir en numéro 2 de Lewis Hamilton. Surtout Lewis Hamilton. Surtout Lewis Hamilton, après ce qui s'est passé avec Nico Rosberg. Donc, moi, je pense que ça va être vraiment... Ce seront 8 à 10 courses où il va devoir, disons, peaufiner son CV, en fait. Son CV automobile pour dire, écoutez, je sais que je vais avoir 33 ans dans 2 jours au moment... Parce que sa fête, c'est le 3 juillet. Il va avoir 33 ans. Donc, j'ai peut-être... En termes de course automobile, c'est vieux, mais j'en ai encore dans le sang, là. Donc, il va tout faire. Mais je pense pas que ça va être en fonction de faire regretter la décision de Ferrari. Ouais, exact.
moi aussi. Ouais, parce que je pense que de toute façon, même moi, je le voyais un peu venir que Vettel n'allait pas retourner chez Ferrari en 2021. Mais moi, je pense que ça va être plus un pitch pour peut-être une écurie de milieu de plateau qui a les ambitions solides des solides comme le Rock. Mais encore là, qui a des ambitions solides avec ce qu'on vient de vivre encore là. Donc ça va être ça va être à voir parce que je sais pas quelles sont les options de Vettel si personne ne le prend. Est-ce que ça va être la retraite? Est-ce que ça va être... Ça, lui, peut répondre à la question parce que, honnêtement, bon, on n'est pas dans sa tête, mais j'ai l'impression que ce n'est pas... Il aime courir, il aime la Formule 1, mais ce n'est pas non plus au niveau dont peut-être un Kimi Raikkonen aime courir. Donc, je pense que Vettel n'a peut-être pas autant d'ambition de rester longtemps en Formule 1 et même de devoir affronter des... exactement, ne pas finir dans les top teams, là, de terminer en milieu de peloton. Je ne sais pas à quel point c'est important pour Vettel. Donc, peut-être que la retraite pour lui est une option qu'il regarde attentivement, mais c'est sûr que s'il peut renflouer ou améliorer son CV qui a été peut-être un peu mis de côté au cours des dernières saisons, puis qu'une écurie est potentiellement intéressée à le prendre, c'est sûr qu'il va y réfléchir. Et une saison comme ça, qui est écourtée, ça peut peut-être lui permettre de justement se concentrer sur moins de courses et de bien faire son travail et de avancer en tant que pilote. Exact. Moi, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, en fait. Donc, ça va être à voir. Donc, 8 à 10 courses, voire même un peu plus, pour voir quel Sébastien Vettel on va voir en 2020. Donc, merci beaucoup à Francis et à Michael pour vos questions. Très intéressantes. Et si jamais vous voulez continuer à nous poser d'autres questions, n'hésitez pas sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et même sur Instagram où je sais j'ai été un peu paresseux sur Instagram, évidemment avec le manque d'actualité en Formule 1. Ben, manque recrudescent là, mais là, à partir de cette semaine, là, je vais essayer de dépoussiérer le compte du Bulletin F1 sur Instagram. Vous allez le voir sur nos liens sur les réseaux sociaux et sur notre site bulletinf1.com. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Ce sont les questions de l'animateur. Donc, j'ai ici 16 questions que j'ai écrites au hasard. Là, c'est pas dans un ordre précis. Parfait. Donc, la première question, quelle sera la plus grosse surprise de la saison 2020 on va commencer par les pilotes. Chez les pilotes, c'est peut-être pas une surprise, mais du moins, je pense que Albon pourrait en surprendre plus d'un. Puis, je vais expliquer mon point de vue parce que Albon a bien fait. C'est peut-être pas une surprise, mais j'ai l'impression qu'il va vraiment bien faire. On a vu à quel point il s'est amélioré au cours des courses. C'est un pilote qui, en théorie, l'an dernier, ne devait même pas participer à la saison. C'est ça. En début de saison. Et là, arrive chez AlphaTauri. Ouais. Je suis déjà très habitué de dire AlphaTauri. Toro Rosso Ouais. performe bien avec les difficultés de Gasly, a réussi à se trouver une place chez Red Bull et a répondu aux attentes. Donc, sans dire que ça va être une surprise, j'ai l'impression qu'il va réussir à tenir tête. Peut-être pas autant à Verstappen, mais du moins rétrécir la différence qu'on pourrait voir entre les deux. Et ça, pour lui et pour les autres, ça pourrait être une surprise. Sinon, peut-être Russell. Russell, je pense qu'on l'a vu à quel point c'est un excellent pilote. Si la Williams peut lui offrir plus de potentiel, peut-être qu'il peut réussir justement à se démarquer. Et on l'a vu l'an dernier également, je reviens souvent sur la saison dernière, mais il était capable de faire une énorme différence avec la voiture qu'il avait entre lui et Robert Kubica. Mm-hmm. Alors, je pense qu'il peut refaire la même chose cette année. Et
bon, on va lui souhaiter des points cette saison. C'est, en premier lieu, ça serait important. Je pense que pour autant sa confiance que donc est-ce que Williams peut lui offrir ça cette année? J'en doute. Mais du moins, participer à des Q3, ça peut être peut-être un Q2 pour justement lui donner de l'expérience et augmenter son CV qui, on ne sait pas ce qui peut se passer à la fin de la saison. Est-ce qu'un baquet chez Mercedes pour l'an prochain, c'est possible? On ne sait pas, mais je pense que Russell pourrait être une des surprises de la saison. Ouais, moi, ma surprise, ma plus grosse surprise de la saison proviendrait plus de McLaren, du pilote Lando Norris, parce que je sais qu'il a très bien fait au cours de la saison, mais moi, je m'attends à ce que ce soit une deuxième saison productive pour le jeune Britannique. Moi, je sais que Norris a été très bon. Il a beaucoup appris aussi, puis moi, je pense que ce qu'il a appris, en fait, s'il l'applique bien, moi, je pense qu'il va être un solide candidat pilote, comme meilleur du reste. Parce que ce qu'il nous a montré l'année dernière, c'est son pilotage aussi. Ben justement, je regardais le Grand Prix d'Autriche de l'année passée. Son départ où il était côte à côte avec Lewis Hamilton au troisième rang, il lui a tenu tête. Il a tenu tête aussi à Kimi Räikkönen aussi. Sa course en Belgique aussi, avant le fameux It's Broken, l'épisode It's Broken. Ça aussi, c'était une de ses meilleures courses aussi. Donc, s'il continue comme ça, moi, je pense que Norris pourrait devenir un gros pilote, au même niveau que Sergio Perez, comme un très solide pilote du milieu de peloton. Je suis complètement d'accord. Puis, pour poursuivre sur ce que tu disais, je n'y avais même pas pensé, mais c'est vrai que ça peut être un très bon candidat pour être la surprise de la saison. Et en plus, je pense qu'il y a les outils en main, il y a le talent pour le faire, mais il y a aussi une raison de le faire. Et je m'explique. Il voit ce qui s'en vient. Il voit que Sainz s'en va chez Ferrari, mais ici, qu'est-ce qui s'en vient derrière lui? C'est Ricciardo. Donc, c'est une motivation de plus de bien faire cette saison pour montrer à ses patrons, regardez, vous avez signé Ricciardo sûrement à un certain bon montant, mais il l'aura pas facile avec moi. Et je pense qu'il va être capable de justement challenger un excellent pilote comme Ricciardo. Et c'est deux hommes qui, par leur attitude, se ressemblent beaucoup quand même. Lando Norris, c'est quelqu'un qui est capable d'être très détendu en conférence de presse, quelqu'un qui peut lâcher son lousse, mais quand c'est le moment de travailler, il est là pour travailler. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas difficile à acquérir pour un pilote, mais dans un certain sens, je pense que ça peut être important d'avoir cette façon de décrocher puis d'être solide sur la piste. Et Lando Norris a l'air d'avoir c'est une tente pour lui de continuer à travailler et d'apprendre. Carlos Sainz qui n'a pas eu une carrière tellement simple non plus, donc je pense que ça peut être quand même une chance pour lui d'avoir un coéquipier comme Carlos Sainz. Ouais, donc moi c'est vrai, Lando Norris, ça pourrait être une bonne surprise. Et chez les écuries, pour toi, quelle serait la surprise? Je vais y aller avec AlphaTauri. Je m'explique, je pense que le moteur Honda peut offrir un grand niveau de performance cette saison. On a vu justement que avec la situation actuelle, plusieurs écuries, après le fameux temps où la Formule 1 a donné l'accord de commencer à travailler sur les pièces et tout ça, avec la situation au Japon qui se tranquillisait et qui allait quand même bien, Honda ont commencé à travailler sur une évolution de moteur et ils ont achevé leur travail à temps. Et Red Bull ainsi que l'écurie sœur AlphaTauri auront une évolution de moteur en Autriche. Et je pense que ça peut être une écurie qui vienne se modeler au groupe
On parlait tantôt de Racing Point, McLaren. Toi, tu mettais peut-être plus Renault dans ce groupe-là. Moi, j'irais plus avec AlphaTauri. Donc, pour plusieurs, ça va être une surprise. Je pense que Gasly aime cette voiture-là. Ça n'allait pas chez Red Bull. Et lorsqu'il est embarqué dans la Toro Rosso, il se sentait à l'aise. Alors, j'aime aussi le duo Kvyat-Gasly. Je pense que ça peut être un pilote qui a de l'expérience, qui a réussi à affronter des situations qui n'ont pas été faciles dans les dernières saisons et de grandir. Et je pense que ça peut être une expérience qui est intéressante pour une écurie comme AlphaTauri et peut-être sortir gagnant et surprendre un peu tout le monde. Oui, moi je suis d'accord avec toi aussi. Pour les mêmes raisons, je donne AlphaTauri comme surprise. Bon, je dirais aussi Renault pour justement ce dont je parlais tout à l'heure. Donc, AlphaTauri et Renault pour moi seraient les grosses surprises en 2020 pour les écuries. Et si je peux ajouter un petit quelque chose, oui. Dans le même sens, je dirais que si jamais Honda et Red Bull réussissent à offrir de rétrécir la différence entre Hamilton et Verstappen, et si Verstappen réussit à faire un miracle cette saison, ça pourrait devenir une surprise malgré tout. Oui, et je pense à ça avant qu'on passe aux déceptions. J'ai oublié de parler d'une surprise, si jamais c'est le cas, c'est Lance Stroll. Ah, ouais. Oui, et évidemment... Tu parles peut-être de ses performances en qualification. Voilà, c'était prévisible, mais écoute, il a une voiture qui est faite pour être très rapide. Alors, si tu te qualifies mal et que tu connais une course, une bonne course, ça va impacter un peu les points. Donc, c'est pour ça que je m'attends à ce que Stroll améliore ses performances en qualification. Donc, si jamais il le fait, pour moi, ce sera la plus grosse surprise avec Lando Norris en 2020. Je suis d'accord. Maintenant, on va passer aux déceptions. Donc, chez les pilotes, qui risquerait d'être la déception? Puis évidemment, on dit pas ça pour être méchant, là. On s'entend, là. Non, mais... une déception. Bon, c'est peut-être pas une déception. Je pense que c'est de voir un peu grand, présentement. Ça serait peut-être Esteban Ocon. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... le voir revenir et avoir un impact important avec l'écurie, puis qui va réussir à avoir de magnifiques performances. Moi, je me garde un petit peu de recul avec tout ça. Ça fait 1 an qu'il n'a pas été dans l'univers, qu'il a resté dans l'univers de la Formule 1 avec Mercedes, mais qui n'a pas conduit en course. Ça fait un petit bout. Donc, je pense que ça va prendre un certain temps d'adaptation, puis il ne faut pas non plus lui lancer des rushs trop rapidement, parce qu'il va devoir s'habituer à la voiture aussi, qui est différente qu'au simulateur de Mercedes. Je pense que tout est placé pour qu'ils connaissent une saison difficile, mais malgré tout, qu'ils réussissent à sortir la tête de l'eau. Mais ça serait peut-être une déception qui n'en est pas une, parce que je pense que je ne lui donne pas d'attente, parce que je ne sais pas comment il va réagir à la situation actuelle. Donc, moi, ce serait peut-être Esteban Ocon. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense que Ocon, je sais que, bon, quand on a parlé des notes dans fin 2020, on a été un peu sévère, mais je pense que Ocon va connaître une bonne saison en 2020. Je sais que ça fait 1 an et quelques mois qu'il n'aura pas conduit au cours d'une saison, mais je pense que, oui, il va être rouillant à un moment donné, mais comme il est encore jeune, il va avoir le temps de se remettre en place, comme pas mal tout le monde. Donc, moi, je m'attends à ce que Ocon connaisse une bonne saison. Donc, moi, je vois pas le français comme une déception en tant que telle. Donc, moi, la déception... Toi, ça serait qui ta déception? Moi, la déception, en fait, je pense que ça irait du côté de
Antonio Giovinazzi. Puis je vais en parler parce que c'est une sous-question dans la prochaine. Donc pour moi ça risque d'être une déception. Chez les écuries, moi la déception, je pense que ce sera Williams malheureusement. Pas parce que je pense que c'est prévisible que l'écurie va finir dernier, malheureusement, à moins que les modifications faites entre-temps, entre les essais puis la première course de la saison soient complètement bénéfiques. Mais moi, personnellement, avec tout ce qui se passe, je me demande même si il y a eu des légers gains comparé à ce qu'on disait, il y a eu de gros gains et tout là. Je sais pas si ça a été extrapolé ou pas. Donc je me garde moi c'est pour ça que je dis que Williams risque d'être une déception parce que je pense que c'est plus au niveau de la voiture plutôt que les pilotes. Ah ouais, complètement. Complètement. Je suis d'accord avec toi. C'était là où je voulais m'en aller dans ma déception. Je pense que, bon, c'est une temps-ci et ça va paraître dans la voiture. J'ai l'impression aussi au niveau de l'amélioration au cours de la saison, on ne sait pas où ils vont vouloir aller parce bon, il y a des problèmes financiers. La pandémie de la COVID-19 n'a pas aidé. Alors, est-ce qu'ils vont être capables de maximiser certains potentiels que cette voiture pourrait avoir? Je ne crois pas. Donc, oui, c'est une déception qui en est pas, peut-être pas une non plus, vu qu'on s'attend tous à ce qu'elle soit en queue de peloton, mais malgré tout, une déception quand même. Ouais. Donc, je pense que malheureusement, ne vous attendez pas à voir Williams finir 9e. Mais remarquez qu'avec ces histoires de payback, d'handicap aussi au niveau aérodynamique, selon le nombre de semaines qu'ils vont avoir pour développer leurs options aérodynamiques pour 2021, ça pourrait les aider. Mais je ne vois pas Williams être aussi compétitif qu'on pourrait le penser en 2020. Ouais, moi non plus. Donc, là, la troisième question va toucher un peu plus Alfa Romeo. Donc, la première partie, est-ce que 2020 sera malheureusement la dernière saison de Kimi Räikkönen? Parce que le Finlandais qui va avoir 41 ans en octobre en est à sa dernière année de contrat avec Alfa Romeo. Donc, on ne sait pas si il va avoir encore la motivation pour conduire parce qu'on... je pense que c'est un secret de polichinelle. Il conduit comme une passion, c'est un hobby pour lui. Donc, est-ce qu'il va avoir encore toujours ce même esprit avec une saison écourtée? Moi, je pense que oui. Moi, j'ai l'impression que tu l'as dit, c'est une passion, c'est un hobby où il est très bon. On va se le dire. Tu sais, moi, j'ai des hobbies où je suis pas très bon. Lui, il a la chance de s'amuser en étant bon dans ce qu'il fait et en améliorant la voiture Alfa Romeo. Je pense qu'en quittant vers Ferrari, il avait un bagage qui est extrêmement pertinent à avoir et il permet à Alfa Romeo de sortir la tête de l'eau, de réussir à connaître de bonnes performances et de faire des modifications sur la voiture que d'autres pilotes ne seraient pas en mesure de le faire. Donc, il faudrait vraiment que Alfa Romeo aille chercher un pilote qui soit aussi complet, même si Ricardo Räikkönen est quand même âgé. On parle de peut-être ramener Alonso dans le décor de la Formule 1. Si Alonso est capable de le faire à 40 ans, même, je me dis que la même chose de Räikkönen. Ça va vraiment, je pense que ça va être au niveau de Räikkönen de décider s'il a encore le feu sacré pour continuer. Mais je ne vois pas Alfa Romeo non plus balayer le chemin puis de ne pas signer Räikkönen à moins d'une offre vers un pilote qui peut être aussi bon et plus jeune.
J'ai écrit la question, mais je suis même pas en mesure de répondre de la répondre parce que je suis balancé. Ben, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Parce que pour moi, avec Raikkonen, tout va dépendre de comment ça, on va dire, la première moitié de cette saison va se dérouler. Parce que la Alfa Romeo, moi, je m'attends à ce qu'elle finisse 8e ou 9e. Ça va être une bataille pour être avant-dernier avec Haas. Mais je ne vois pas vraiment Alfa Romeo faire aussi bien que la saison passée. Non. La voiture a été coup-ci, coup-ça au cours des essais privés. Donc, moi, je ne sais pas si ça va décourager Raikkonen de quitter, ce que je ne souhaite pas. Mais si jamais la voiture est meilleure que prévu, est-ce que ça va peut-être est-ce que ça va peut-être lui donner l'envie de prolonger son contrat pour une dernière saison? Ça reste à voir. Mais Oui. moi... Et aussi, je pense que pour continuer sur ce que tu disais, les circonstances actuelles de la pandémie de la COVID-19, ce que ça va créer aussi, c'est probablement que les pilotes vont moins voir leur famille encore, que déjà que c'est assez difficile pour un pilote de voir sa famille durant une saison de Formule 1 habituellement. Ouais. Là, oui, c'est une saison écourtée, mais justement, les courses sont plus rapprochées. Ça va peut-être, les familles ne peuvent pas vraiment suivre les pilotes, donc c'est du temps de qualité en famille qui est perdu et on sait que Kimi Räikkönen, derrière son regard froid, est un homme familial avec de bonnes valeurs familiales. Donc, peut-être que ça pourrait justement jouer sur sa décision de continuer ou pas en Formule 1. Donc, peut-être qu'il va dire, OK, j'ai perdu du temps de qualité en famille la saison dernière, donc je ne re-signe pas un an de plus. Donc, ça pourrait peut-être jouer. Si je me place au milieu, parce que justement, c'est très difficile de déterminer puis d'affirmer à 100% que Raikkonen va signer ou il ne signera pas. Oui, exact. Mais qu'en est-il pour Antonio Giovinazzi? Parce que pour lui, moi j'ai écrit la question, est-ce tout ou rien? Parce que derrière Giovinazzi, il y a des pilotes de l'Académie Ferrari qui sont présentement Formule 2 et qui ont soif de victoire. Parce que la saison de Formule 2 commence en même temps que celle de Formule 1. Donc, vous aurez l'occasion, si vous avez F1 TV ou bien TSN, de voir les Mick Schumacher qui en sera sa deuxième saison. Robert Schwartzman, qui est le champion de Formule 3, qui est un excellent pilote. Callum Ilott, qui est un vétéran de la Formule 2, qui est moi, je pense, qui est prêt pour se battre pour le titre, et Marcus Armstrong aussi, qui était le vice-champion de Formule 3, qui est un pilote de l'Académie Ferrari. Donc, derrière Giovinazzi, il y a des pilotes qui ont envie de passer par Alfa Romeo, étant donné qu'il y a des connexions avec Ferrari et tout, là. Donc, est-ce que pour Giovinazzi, ce sera tout ou rien pour lui en 2020? J'ai l'impression que oui. Et justement, ça doit être une façon de se motiver, un petit interrupteur dans son cerveau qui se dit, OK, on doit y aller. Cette année, je dois y aller le tout pour le tout pour montrer à mes patrons que j'ai de l'avenir en Formule 1. Parce que c'est un parcours qui est un peu catastrophique ou un peu mélangé pour Giovinazzi. On se souviendra de ses débuts. Il était jeune, mais plusieurs erreurs lors de ses premières courses qui ont avec une voiture dans le mur ou des petits tracas comme ça. Il s'est énormément amélioré, mais la jeunesse en Formule 1, c'est de l'or. Donc, si Ferrari voit un meilleur potentiel en, par exemple, Mick Schumacher ou n'importe lequel dont tu as nommé, c'est certain qu'ils vont y penser, et si Giovinazzi ne fait pas le travail, il y en a d'autres qui peuvent prendre leur place. Et la Formule 1 l'a un peu, la FIA et Liberty Media l'ont un peu dit cette année. Si jamais il y a un pilote qui doit s'absenter en raison de la COVID-19, il y a d'autres pilotes qui peuvent les remplacer. Puis c'est la vie de pilote, c'est toujours d'être
réussir à faire le moins d'erreurs possible pour améliorer ses performances et être devant les autres pilotes. Donc, c'est sûr qu'il y a de la pression. Il doit le sentir et j'ai hâte de voir comment il va gérer tout ça. Parce qu'il a connu quand même une bonne saison, malgré tout, la saison dernière. Ouais. Mais il y a des jeunes qui poussent, puis il va devoir répondre. C'est ça. Puis moi, je l'ai toujours dit. Je l'aime bien, Giovinazzi. C'est un pilote qui est correct. C'est sûr que c'est pas comme. Bon, c'est sûr que parmi les recrues qui étaient là l'année passée, c'était celui qui avait un peu plus d'expérience, ayant déjà roulé deux grands prix en 2017. Mais je me demande, je pense qu'il va quand même pouvoir s'améliorer au fur et à mesure, mais avec la jeunesse qui pousse, là, ça va peut-être le pousser à faire moins d'erreurs parce que je me souviens je pense qu'il avait dit que son accident au Grand Prix de Belgique, alors qu'il était dans les points, il avait peur d'avoir perdu son volant pour la saison prochaine. Alors là, je me demande si cette année, si jamais cette même situation se reproduit, si ça ne va pas jouer contre lui, justement. Donc, il va devoir jouer de prudence, mais tout en améliorant... Et son baquet cette année... Ah, vas-y. Ouais, c'est ça. Être prudent, mais tout en améliorant ses performances. Ouais, si je peux poursuivre sur ce que tu disais. J'ai l'impression que son baquet pour cette année était beaucoup moins en jeu la saison dernière qu'il l'est cette année. Donc, les jeunes ont plus d'expérience en F2 cette année encore plus. Donc, c'est certain que Ferrari est en meilleure position de faire amener un pilote de F2 l'an prochain que c'était possible pour cette année. Donc, c'est certain que son volant est encore plus en jeu et peut-être que ça pourrait jouer sur ses performances. Oui, exactement. Donc, Giovinazzi, lui, ça va être à surveiller lui aussi. J'avais écrit Williams sera-t-elle plus compétitif qu'en 2019, mais je pense qu'on l'a déjà répondu dans notre déception. La prochaine question. Pensez-vous qu'une saison écourtée aura plus d'impact sur le spectacle offert en piste? Parce qu'évidemment, là, présentement, on a 8 courses confirmées entre le 5 juillet et le 6 septembre. Puis si on peut ajouter à ça les Grands Prix de Bahreïn, que ce soit en programme simple ou double, et Abu Dhabi. Donc, on a 10 courses en principe au cours de la saison. Mais le fait qu'on ait des programmes doubles sur le même circuit, deux programmes triples quand même, puis peut-être même si ça va au-delà de 8 courses entre-temps, des courses rapprochées, est-ce qu'on va avoir un peu plus de spectacle en piste? Je pense que oui, parce que c'est moins... On sait en Formule 1, c'est le temps qui compte et ce que la COVID-19 a créé, c'est moins de temps pour faire la saison. Alors, j'ai l'impression que tous les pilotes vont vouloir rapidement avoir un impact, donc gagner des points rapidement. Donc, peut-être faire un dépassement qui n'aurait pas tenté dans une saison complète. Je pense que peut-être que le spectacle pourrait être plus meilleur en lien avec ça. Puis aussi, ça fait longtemps que les pilotes n'ont pas couru. J'ai hâte de voir à quel point ça va avoir un impact sur le spectacle. Donc, est-ce qu'ils vont tenter justement des choses que habituellement, pas qu'ils ne tentent pas, mais si l'occasion se prépare, se présente, est-ce qu'ils vont être plus tentés de le faire? Donc, l'excitation, le niveau d'excitation va être haut, je pense, en 20 semaines. Donc, j'ai l'impression que peut-être que le spectacle pourrait être meilleur, mais c'est certain que tous les pilotes vont vouloir gagner la petite seconde de plus parce que la saison est courte et que tout peut arriver, je pense, dans une saison comme ça. Autant, si un pilote fait une seule erreur, c'est une course de moins. Et déjà qu'il n'y a pas beaucoup de courses, ça peut avoir un impact important sur le classement, j'ai l'impression. Un peu comme au baseball, hein. On en parlait, je pense, dans un autre podcast. Le baseball va avoir une saison écourtée et ça va avoir un lien important sur le classement parce que si tu connais un mauvais début de saison, tu n'as plus beaucoup de temps après pour te reprendre.
alors qu'habituellement, il te reste des courses. Là, il y a moins de courses, donc c'est certain que de gagner rapidement des points va être capital pour tous les pilotes. Oui, je suis totalement d'accord avec toi aussi. Donc, moi, je pense que tout le monde va se mettre à fond déjà dès la première course parce qu'évidemment, ça fait 7 mois qu'ils n'ont pas couru de manière officielle. Donc, Exact. ça aussi, ça va être une énorme motivation pour donner leur 110%. Puis aussi le fait, bon, que si jamais si on n'arrivait pas à avoir une deuxième partie de saison entre, on va dire, le 13 septembre et on va dire, les deux courses au Moyen-Orient, ça va être quelque chose. Donc, comme on dit, Poltoniaiser, là. Donc, donc ça Ouais, va être exact. ça va être très important de ne pas de limiter les erreurs et surtout aussi parce que ça va jouer aussi dans la réparation aussi au niveau des pièces parce que évidemment avec toute cette situation tu vas essayer d'apporter le plus de matériel possible parce que tu dois bon c'est sûr que tu vas rester par exemple en Autriche et en Grande-Bretagne puis à la limite peut-être même en Italie quand il va avoir un programme double en Italie. Mais c'est ça, ça va être quelque chose qui va se jouer sur un rien, en fait, on va dire. Sur un rien. Même un petit rien peut avoir Exact. Ouais. une importance capitale en Formule 1. Surtout dans ce sport. Surtout dans ce sport. Donc, et justement, en lien avec ce qu'on disait, on ne se souhaite pas, ça c'est la prochaine question, on ne se le souhaite pas, mais est-ce qu'on va voir une série d'erreurs en piste en raison du manque de conduite? Parce que il y a des écuries comme Williams, évidemment, Haas, Alfa Romeo, qui n'ont pas touché à leur voiture depuis les essais. Tous les autres, à la limite, l'ont fait. Mais certaines d'entre elles, c'est avec des anciens modèles. D'autres avec... ils ont utilisé leur kilométrage de film de tournage en fait pour déverminer la voiture 2020 encore une fois. Donc là où on va pousser un peu plus, là, est-ce qu'on va avoir une série d'erreurs lors des Grands Prix, que ce soit en piste ou bien même dans la ligne des puits? C'est une possibilité parce que tu vois, tous les pilotes l'ont martelé lors des dernières semaines. À chaque entrevue, il y a une question en lien avec ça. Comment vous sentez? Ça fait 7 mois que vous avez... Bon, oui, il y a eu des essais hivernaux, mais ça fait 7 mois qu'il n'y a pas eu de course et tous les pilotes ont la même réponse. Ils n'ont jamais eu un aussi grand laps de temps entre des courses. Alors, c'est sûr que l'impact, ça va avoir un impact sur les performances de tous les pilotes. Donc, je pense que ça peut en faire grandir. Donc, je pense que des pilotes comme Max Verstappen, je pense que ça va être un Max qui va être encore plus déterminé. Et avec la maturité qu'il a gagnée depuis les dernières années, je pense que ça peut être un pilote qui va être extrêmement dangereux. Mais tu prends, par exemple, deux pilotes comme Grosjean ou Magnussen, déjà, leur relation était difficile avant la pandémie. Ben là, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas conduit leur voiture. Ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas retrouvés côte à côte lors d'une confrontation. Donc, comment ça va se jouer? Et la motivation, on en parlait de vouloir se dépasser parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas couru. Aussi, soit un impact négatif ou positif. Donc, de la témérité, c'est important en Formule 1, mais de ne trop en avoir, ça peut être catastrophique aussi. Alors, ça va être de bien doser et ce dosage-là, je pense qu'il va être difficile pour tous les pilotes en raison du grand laps de temps entre les courses depuis le 1er décembre. Oui, et pardon, c'est ça. Moi, je pense en piste, oui, dans les puits aussi, de la manière dont ils vont le faire, surtout à cause de toutes les mesures de distanciation sociale aussi. Donc, c'est sûr que peut-être la ligne des puits va être un peu moins animée, mais ils vont garder le même rythme. Mais c'est sûr que avec tout ce qui se passe, comment ils vont faire, ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas pratiqués. Bon, ils l'ont fait aussi lorsque les usines ont été réouvertes pour
pour justement développer la voiture et tout. Donc, ça aussi, ça risque de jouer un rôle capital aussi, les arrêts au puits. Je vais même aller au-delà de cela, Oui. les Formule 2, les Formule 3 aussi, parce que eux, ils ont eu des essais au Bahreïn. Donc, comme en Formule 1, ben, ça va faire très longtemps qu'ils n'ont pas couru. Et en plus, t'as des recrues qui font le saut d'une catégorie à une autre, donc c'est-à-dire deux types de voitures qui sont totalement différentes. Donc, comment ils vont faire. Alors, ça aussi, ça va être très intéressant à voir. Mais évidemment, je pense que peut-être on va voir pendant les essais libres. De toute façon, tout va être pardonné par la suite. Mais en qualification et en course, je pense pas qu'il y en aura autant que les pilotes le pensent. Question numéro 7. Là, on va plus être un peu plus léger. Vos impressions sur la Mercedes noire et la Williams plus blanche. Parce que au cours de... en fait, c'était lundi, je crois. Oui, lundi. Mercedes a surpris tout le monde en changeant la couleur de sa voiture, passant des flèches d'argent à une voiture complètement noire. Et ce n'est pas pour rien qu'ils l'ont fait aussi. C'est pour, évidemment, contre la lutte... pour la lutte contre le racisme. Pardon, c'est ça. Pour la lutte contre le racisme. Donc, évidemment, c'est une idée qui était à l'origine de Lewis Hamilton. Et d'un autre côté, t'as Williams qui a perdu son commanditaire principal, Rocket, et qui a dévoilé une voiture un peu plus blanche, avec ses couleurs bleues à 2 ou 3 tons limite de bleu. Alors, Marc-André, toi, tes impressions sur ces deux voitures? Commençons par Mercedes. C'est magnifique. Vraiment, là. Je la trouve extraordinairement belle parce que j'ai toujours trouvé que malgré tout, je trouvais que la Mercedes a toujours été un peu fade. Tu sais, c'était un gris. Puis, cette année, il avait rajouté des étoiles pour rendre hommage à Niki Lauda avec son étoile qui était rouge. Ouais. Mais je trouvais malgré tout qu'il manquait quelque chose. Puis, ils ont tellement bien fait ça parce que déjà, le message est fort et est important. Ouais. On va se le dire. Je pense que Mercedes ont répondu à l'appel. Ils soutiennent Hamilton dans son combat et pourraient même devenir... c'est une écurie qui a beaucoup d'argent, c'est une écurie qui a une bonne réputation et c'est important qu'une plateforme comme ça puisse transporter le message. Et cette voiture-là va être une voiture qui va transporter le message de pays en pays, de code d'écoute en code d'écoute et de voir que l'écurie Mercedes soutienne à 100% Hamilton dans ses propos, dans la manière dont il agit, dont il fait passer le message. Je trouve ça vraiment parfait, en fait, de l'écurie. Et ça va forcer aussi la Formule 1 et Liberty Media à continuer le combat contre le racisme. Et cette voiture-là est une plateforme qui est parfaite pour transporter le message. Et vraiment très, très étonné par le style qui est... je la trouve encore plus dangereuse. On parle de la couleur rouge on la voit, mais dans nos rétroviseurs. Là, moi, je sens que cette voiture a quelque chose de rude, qui a quelque chose qui vient chercher dans les rétroviseurs quelque chose d'important. Donc, je pense que ça va pouvoir Mercedes vont pouvoir prendre avantage de ça. Tout comme Ferrari prend avantage des fois sur l'importance de l'écurie lorsque le rouge apparaît dans les rétroviseurs. Ouais, exact. Et puis, moi, je vais te dire, moi, je suis en amour avec la Mercedes noire. Évidemment, avec la raison derrière, je pense que c'est très, très noble. Et
Et juste pour te dire aussi que je viens de voir McLaren qui a ajouté l'arc-en-ciel créé par la F1 avec le hashtag Race as One. Donc, ils l'ont mis un peu plus sur les pontons, l'arc-en-ciel. Donc, moi, je pense que c'est très, très beau. Une Mercedes noire, je sais que j'ai vu plusieurs concepts au cours des derniers mois, en fait, pour mettre une Mercedes noire. Mais jamais je m'attendais à ce que ça devienne réalité. Alors, moi, je lève mon chapeau à Mercedes. Vraiment. Et quant à Williams, bon, moi, je la trouve... c'est beau, mais c'est beau, mais c'est pas aussi beau que celle était, là. Mais... Exact. Moi, je pense que le Rocket donnait un peu plus d'impact sur sur la Williams de 2020. Ouais. Puis j'ai pas grand-chose à dire sur la Williams parce que il se cherche. C'est une écurie qui se cherche une personnalité un peu aussi. Tu sais, avec le départ de Martini qui a fait mal il y a quelques années, on dirait que l'argent, bon, oui, l'argent en Formule 1 a beaucoup d'importance, mais l'écurie-là, je trouve que c'est encore plus pertinent de le dire parce qu'ils perdent leur personnalité aux dépens de leur commanditaire principal. Et comme Mercedes a sa façon de faire. C'était le gris, là c'est rendu le noir et je souhaite que ça reste comme ça parce que je trouve ça encore plus magnifique. On sait que bon, Ferrari c'est le rouge, mais Williams, ça a toujours été différent de commanditaire en commanditaire et c'est peut-être un peu ça le problème. Je pense qu'il devrait peut-être trouver une manière de se trouver une personnalité et de la garder plusieurs années. Mais bon, c'est l'argent qui dicte les décisions probablement. Mais c'est sûr que bon, c'est pas extraordinaire comme voiture, c'est sûr. Moi, c'est ça. Moi, je pense que c'est quand même beau, mais je pense qu'il aurait pu avoir un peu plus aussi. Là. Peut-être même, à la limite, revenir avec le même type de couleur qu'on a eu là, sur la Williams de l'année passée. Là. C'était correct, mais c'était beau quand même à voir. C'est ce qui représentait les vraies couleurs de Williams, si je pourrais te dire. Ce qui est encore le cas avec le modèle de cette année, mais c'est un peu plus blanc. Donc, ouais. Ouais, je pense que si on devait faire un tier list des voitures 2020, moi je pense que je le mettrais C ou D là parce que c'est beau mais je suis pas impressionné. Je suis d'accord. Question 8. Celle-là, elle est un peu plus touchée. Est-ce qu'on va revoir Haas en 2021? Parce que peut-être que on parle beaucoup de l'avenir de Williams, des problèmes financiers de McLaren, mais Haas aussi a son lot de problèmes parce qu'évidemment, l'équipe est en Formule 1 depuis 2016, elle connaît du succès, ça se balance, mais c'est à savoir est-ce que Gene Haas va continuer à investir de l'argent sur son écurie de Formule 1, sachant déjà que bon, il y a Stewart Haas en NASCAR, évidemment, il y a la marque, il y a la compagnie d'outils aussi en Caroline du Nord aussi. Donc, est-ce que Haas va continuer sur le long terme en Formule 1? Et évidemment, le triste épisode, le triste mais aussi ridicule épisode avec cette compagnie de boissons énergétiques dont on ne nommera pas de nom. Est-ce que on va revoir Haas en 2021? Et encore là, je vais même prolonger. Est-ce que Haas va être en Formule 1 sur le long terme? C'est une très bonne question et je reviendrai sur un épisode de Drive to Survive où ça avait été la catastrophe chez Haas et on se souvient de l'impatience de Gene Haas qui commençait à se faire sentir devant les caméras même, il ne se cachait
Ouais, Or, je me souviens de ses propos et ça me tend à dire que si Haas ne réussit pas à connaître une bonne saison, c'est possible que Gene Haas décide de tirer la plug, comme on dit, et de tout simplement abandonner l'idée de pour son écurie de Formule 1. Parce que, écoute, Haas, ça a été difficile l'an dernier, ça a été difficile il y a 2 ans. On dirait que l'an dernier, elle pouvait être la 4e meilleure écurie du plateau et le lendemain, être pas la dernière parce qu'il y a Williams qui était pire, mais la 9e meilleure des autres. Et c'était l'incompréhension totale. On ne savait pas pourquoi, on n'était pas en mesure de comprendre le problème. Et si la même chose se reproduit cette année, ça va vouloir dire que Haas terminera probablement dans le fond encore et que Gene Haas pourrait être tanné ou tout simplement écœuré d'investir dans une écurie qui ne réussit pas à donner de bons résultats. c'est ça. Puis en plus, on s'entend que 2020, la voiture n'est pas plus avancée que ce que c'était l'année passée, en fait. Puis en plus, Gunther Steiner l'a même annoncé qu'il n'y aura pas de développement sur la voiture pour les 8 premières courses, voire même, si on peut le dire, à certains... que ça pourrait même être pour tout le long de la saison. Donc, déjà, justement pour éviter de faire exploser les coûts en termes de développement de la voiture, ça va être quelque chose. Donc, si jamais Haas ne livre pas la marchandise, ben, c'est sûr que Gene Haas va dire, écoutez, bon, on va rester pour 2021, mais après ça, moi, je peux juste m'en aller. Puis en plus, ce serait même pas impossible de voir un pilote payant chez Haas justement pour continuer d'amasser de l'argent. Donc, moi, je vois l'avenir de Haas comme tout aussi flou que Williams. Puis McLaren, je dirais pas même un peu plus loin, là, mais je dirais l'avenir de Williams et de Haas sont quand même flous en ce moment, là. Donc, au moins, le budget qui a été émis, là, le plafond budgétaire, je pense que ça va aider beaucoup. Est-ce que ça peut donner le goût à Gene Haas de continuer? Peut-être. Mais ça va être intéressant parce que oui, on est dans le gris présentement, on est dans le flou. On ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer pour ces écuries. C'est ça. Donc, et juste avant de passer à la prochaine question, je veux juste qu'on réécoute un succès souvenir de Drive to Survive. He does not fox smash my door. Tell him that. If he does... C'était le fameux épisode de la porte à Silverstone. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. Donc, c'était He does not fox smash my door. C'était magnifique comme section. Et surtout, justement, juste avant que Magnussen, entre guillemets, fox smash la porte de Haas, justement, Steiner disait, écoute, Gene dépense beaucoup d'argent pour l'équipe, donc si vous faites des conneries comme ça, là, il va pas apprécier ça. Donc, ça aussi, c'est de dire aux pilotes, évitez de faire des bêtises comme ce que vous avez fait à Silverstone, parce que sinon, ça va être catastrophique pour l'écurie, même avec l'arrivée du plafond salarial. Ouais, effectivement. Puis, tu sais, je me questionne encore sur le pourquoi Haas continue à vouloir avoir ces deux pilotes-là ensemble. On dirait que c'est un mélange qui ne fonctionne pas. Et moi, je pense peut-être que cette année, l'écurie aurait dû tenter quelque chose pour avoir un autre pilote ou de faire un changement. Juste pour changer l'air un peu de cette écurie-là qui est un peu polluée depuis quelques années. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est bien vrai. Et parlant de coéquipier, qui sera le coéquipier d'Esteban Ocon avec Renault en 2021? Parce que je pense j'en avais parlé avec Brian la semaine dernière. Peut-être on a parlé de Sébastien Vettel, de Fernando Alonso,
Récemment, on a entendu Romain Grosjean dire qu'il ne serait pas contre un retour chez Renault, lui qui a été pilote entre 2012 et 2015, en plus d'avoir remplacé Nelson Piquet Jr. en 2009. On parle peut-être même aussi de Valtteri Bottas comme option. Donc, toi, Marc-André, qui tu vois être le coéquipier de Ocon en 2021? Je dirais que c'est le bonheur du mercato de la Formule 1 qui est qui est difficile à prédire. On ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que Renault peut être tenté d'aller chercher Vettel? Probablement. Vettel est un bon pilote malgré tout. On ne peut pas lui enlever tout ce qu'il a fait. Et je pense que si le désir est mutuel, ça pourrait peut-être fonctionner. Maintenant, il y a Alonso. Est-ce qu'Alonso va revenir dans le décor de la Formule 1? Moi, je ne serais pas contre. J'aime Alonso. J'aime la conduite d'Alonso. Maintenant, est-ce que c'est bon pour Renault de miser sur un cas à court terme comme celui de Alonso? Je ne suis pas sûr. Donc, écoute, les options sont sur la table, mais ça va vraiment dépendre de tout plein de choses qui vont probablement se passer durant la saison. Est-ce que Valtteri Bottas pourrait être disponible? Si Valtteri Bottas est disponible, je pense que ce serait l'idéal pour Renault s'ils réussissent à l'amener en France. Alors, bon, je ne peux pas répondre aujourd'hui, mais c'est sûr que ce sont des options qui sont intéressantes et peuvent tous amener quelque chose d'intéressant à une voiture comme la Renault qui est en développement malgré tout. Ouais. Moi, si je peux me permettre, je dirais, j'ai séparé ça en fait selon deux critères. Le premier, c'est l'ambition du pilote, parce que l'ambition, est-ce que Renault veut prendre un pilote qui va être sur le moyen terme capable de développer une voiture, surtout en vue du projet de 2022. Et l'autre, ça va être plus sur l'aspect financier. Parce qu'évidemment, Renault a dû dépenser beaucoup d'argent pour attirer Daniel Ricciardo. Puis on sait comment... on sait tout ce qui s'en va après à la fin de la présente saison. Donc, moi, je me dis, si c'est pour une ambition moyen terme, j'irais pour Valtteri Bottas. Parce que Bottas... Il va avoir 31 ans, ce qui est quand même assez bon. Puis il coûte moins cher. Mais si tu veux aller pour aller chercher un pilote qui est capable de ramener l'équipe en avant-plan, mais sur un court terme, ce serait Sébastien Vettel. Puis tu lui donnes un peu moins que ce qu'il gagne avec Ferrari. Je dis bien un peu moins parce que Vettel, c'est quoi, 30 millions millions par année. Donc, si tu es capable de lui offrir un peu moins que ce qu'il demande de son salaire, et tu lui prends... Bon, essaye pas de lui promettre la ligne comme ils ont fait avec Ricardo, mais si l'écurie essaye d'être réaliste, peut-être que moi, je mettrais Vettel dans cet aspect-là. Donc, tu lui donnes 20-25 millions, mais pour une ou à la limite 2 années, ou sinon moi j'irais plus pour le moyen terme avec Valtteri Bottas pour 3 ou 4 saisons à la limite pour aider justement Renault à revenir au sommet et surtout pour 2022 aussi. Donc exact. Ce n'est vraiment pas impossible. Ce n'est pas impossible. À voir ce que Mercedes va faire. Ah oui, c'est ça. Mais, évidemment, tout cela dépend de Mercedes, à savoir s'ils vont garder Valtteri Bottas ou justement, ça tombe bien, c'est la prochaine question en plus, à savoir si George Russell sera considéré comme pilote Mercedes. Je sais qu'on en a parlé un peu dans en début de podcast, mais est-ce que tu crois que pour la saison prochaine, Russell va être considéré comme un pilote Mercedes s'il connaît une bonne saison? Moi, je pense que oui.
parce que on le voit, le talent que Russell a. On voit tout le potentiel que ce jeune peut avoir parce qu'il c'est un bon pilote. Ses trajectoires de course, la façon dont il se conduit sur la piste, on voit sa passion. Et maintenant, ça va être à Mercedes de déterminer. On voit que tous les écuries de pointe, depuis quelques années, ont misé sur un jeune. Bon, Red Bull avec Verstappen, Ferrari avec Leclerc. Ça serait peut-être au tour de Mercedes d'offrir la chance à un jeune comme George Russell de performer et d'avoir une voiture qui est compétitive et de voir ce qu'il peut faire dans la Mercedes. Maintenant, on sait que Mercedes est une écurie qui est très conservatrice. C'est une écurie qui aime mettre Hamilton dans les meilleures positions. Et je pense que Bottas ne lui fait pas la vie dure en termes Alors, c'est un bon pilote. On l'a vu qu'il était capable de challenger Hamilton. Et c'est justement, je pense que c'est ce qui fait que ce duo-là est aussi bon. C'est que Bottas, sans prendre toute la place comme Rosberg le faisait, il est capable de gagner des courses, de ramasser des points et de pousser Hamilton à être meilleur. Et ça, c'est quelque chose que peut-être que George Russell ne sera pas capable de faire ou va être moins en mesure de le faire. Donc, je pense que ça va être à Mercedes d'analyser tout ça. Mais c'est certain que si je vois une année où le changement pourrait se faire, je pense que c'est la saison prochaine. C'est ça. Et comme l'an dernier, je me souviens que je me disais, OK, peut-être que cette saison va être la dernière de Bottas et je le crois encore, mais ça va vraiment dépendre de tout plein de choses. On est beaucoup dans les si, mais j'aimerais ça, je pense, voir George Russell dans une voiture compétitive et de réussir, et juste qu'il fasse ses preuves. Oui. Je pense pas que ce serait de le jeter dans la gueule du loup non plus. Je pense qu'il serait prêt. Mais on va le voir à la fin de la saison. Oui, et puis moi je te dirais aussi que c'est maintenant ou jamais parce que t'as un pilote, t'as un jeune pilote. Comme tu l'as dit, ils en ont profité pour le faire graduer. Donc, tu sais, au moins faire la bonne part, le récompenser pour son travail, non seulement avec Williams, mais aussi en général. De le garder chez Williams, c'est pas un bon environnement non plus. Il y a pas cette, avec Williams, il n'y a pas l'opportunité de se battre avec les meilleurs tant que ça. Il est en fin de queue de peloton. Il est toujours poussé à être le premier en avant ou dans les qualifications parce qu'il y a comme une règle non écrite que Williams doit passer en premier pour pas déranger les autres. Et ça, c'est pas un environnement qui est favorable pour un pilote qui a autant de potentiel. Donc, de le garder dans un environnement comme ça, je pense vraiment pas que c'est positif. Et j'espère que Mercedes vont le voir parce que ça pourrait être une année de trop, peut-être pour Russell. Oui, effectivement. 11e question. En fait, prochaine question, devrais-je dire. Parce que là, j'ai dû couper quelques-unes qu'on avait déjà répondu, en fait. Racing Point, la Mercedes Rose aura-t-elle tout autant la même vigueur en 2020 qu'en 2021? Parce que avec cette crise de la COVID-19, les règlements ont été repoussés en 2022. Donc, la nouvelle génération de voitures va être là pour 2022. Ce qui veut dire que lorsqu'ils vont changer de nom pour Aston Martin, la RP20 va être la même voiture pour 2021. Donc, en principe, Racing Point devait avoir cette Mercedes Rose uniquement pour cette saison. Donc là, est-ce que tu crois que ça va permettre à la voiture de Lawrence Stroll de non seulement avoir une très bonne saison en 2020, mais de très bien se préparer pour 2021? Sans aucun doute. Sans aucun doute. Je pense que de profiter de cette expertise, si je pourrais dire, de Mercedes, parce que c'est un peu ça, c'est une Mercedes rose, donc de profiter de tout ça, ça peut être que positif pour la
pour Aston Martin, pour Racing Point cette année, mais qui va devenir Racing Point, Aston Martin. Donc, je pense que ça peut être extrêmement positif pour toute l'écurie d'apprendre à développer une voiture qui peut être compétitive et en théorie, si la pandémie de la COVID-19 ne s'était pas introduite parmi nous, en théorie, cette année, ça aurait été une saison extrêmement importante pour toutes les écuries, alors qu'il y aurait les écuries auraient construit 2 voitures différentes durant la saison. Alors, de profiter d'une saison peut-être de pause et de continuer à développer une voiture flambant neuve, je pourrais utiliser là, de partir d'un plan qui est à zéro et de développer la voiture. Je pense que ça peut être important pour une écurie comme ça qui, on se souvient, quand Lawrence Stroll est arrivé chez Racing Point, il a mis beaucoup d'argent et le développement n'y était pas. Alors qu'avant, il n'y avait pas d'argent puis ça marchait bien. Donc, je pense que ça va permettre aussi à l'écurie de savoir gérer cet argent-là et de profiter au maximum de pas mal tout, effectivement. Donc, oui, moi, je suis d'accord avec toi, en fait. Puis moi, je te dirais aussi, avec le gel de développement aussi, ça pourrait permettre à Racing Point de voir les points forts, les points faibles sur une vraie saison. Comme ça, ouais. Quand en 2021, si tout va bien et qu'on a une saison, disons, complète, Racing Point sera mieux, Aston Martin sera mieux préparé, puis elle pourrait être en mesure d'aller talonner les 3 écuries de pointe. Donc, ça aussi, ça peut jouer dans la balance. Oui, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Alors, et comme on a parlé de Mercedes, c'est la prochaine question. Est-ce qu'on va voir le fameux DAS? Donc, pour ceux qui... Bon, pour vous rafraîchir un peu la mémoire, le DAS, c'est le Dual Axis Steering. Donc, c'est en fait quand le pilote pousse ou tire le volant pour, disons, jouer avec le carénage de la suspension de la voiture. Donc, ce qu'on a vu aussi sur la ligne droite pour, disons, refroidir les pneus ou bien jouer avec l'avant des pneus aussi. Donc, ça, est-ce qu'on va voir le DAS dès le premier Grand Prix de la saison à Spielberg? Probablement. Écoute, ça fait partie de la voiture. Ils ont eu le hockey. Je pense que la FIA était peut-être pas heureuse de le donner, mais ils ont eu le hockey pour le faire. Alors, je comprendrais pas pourquoi Mercedes cracherait là-dessus et ne le mettrait pas. Mais oui, non, j'ai l'impression qu'on va pouvoir le voir et qu'on va pouvoir voir aussi les résultats qu'un système aussi ingénieux et que seul Mercedes peut faire. Là. Donc, j'ai hâte de voir, mais probablement, ouais. Ouais, moi aussi, parce qu'il faut aussi le préciser, en 2021, il n'y aura pas de DAS. Donc, exact. Ça aussi, c'est de savoir, mais est-ce que Mercedes va l'utiliser sur tous les circuits? Moi, je pense qu'il va peut-être l'utiliser en Autriche, parce que il y a tellement de longues lignes droites, donc ça va permettre aux pilotes de mieux gérer ce système. Je le vois peut-être même à Monza ou à Spa, et puis peut-être à la limite au Bahreïn et à Montréal si jamais il y a un Grand Prix là. Si jamais, ouais. Il y a un Grand Prix, donc ce sont des circuits où il y a de longues lignes droites, donc qui pourraient avantager à la limite Mercedes pour justement rivaliser contre Ferrari qui a quand même une bonne puissance moteur. Donc moi je pense que on ne le verra pas partout, mais peut-être sur des circuits plus spécifiques en termes de vitesse de pointe, si on peut le dire. Oui, effectivement. 13e, avant-dernière question, en fait. Ça, c'est un peu plus général. Est-ce qu'on va voir des pilotes s'agenouiller avant le Grand Prix d'Autriche? Parce qu'il a été question de s'agenouiller, en fait. Évidemment, avec toute la prise de position de la Formule 1
concernant les combats contre l'inégalité dans le monde. Lando Norris en a parlé aussi. Il y a eu des discussions à savoir est-ce qu'ils vont le faire, est-ce que tout le monde va le faire, ou bien si ça va être vraiment volontaire, parce que je pense que Lewis Hamilton va le faire personnellement, Ouais. mais est-ce qu'il y en a d'autres qui vont suivre le pas? Donc ça aussi, ça va être à voir. Moi, personnellement, j'aimerais ça donnerait un peu de cohésion avec le Re-Race as One, l'initiative que la Formule 1 va le faire. Mais par contre, moi, je ne veux pas que ce soit obligé. Moi, je veux que ce soit quelque chose qui soit volontaire, parce que je sais que ça a été je m'excuse d'en parler encore, mais par exemple, en Premier League, lors du retour au jeu, tous les matchs, présentement, avant le coup d'envoi, les joueurs vont s'agenouiller et ensuite le match va commencer. Mais ça, c'est tout le monde. Mais en Formule 1, puis moi, je trouve que c'est quelque chose de noble, mais je veux pas que ce soit quelque chose qui soit forcé, contrairement à ce qu'on voit en Premier League. Je veux que ce soit... Le bon mot à utiliser, c'est de forcer, parce que en forçant, ça vient enlever de la couleur au mouvement, je trouve, alors que de le faire de façon volontaire, ça prouve que ta position est bien réelle, et que pour toi de t'agenouiller, ça va faire une différence pour le combat, là. C'est ça. Puis tu vois, en plus de ça, j'ai vu aussi, il y en a qui ne par exemple, dans le soccer féminin aux États-Unis, je pense qu'il y avait une joueuse qui était restée debout, mais là, les gens vont faire des amalgames à savoir, elle, c'est la seule qui ne s'est pas agenouillée, donc elle est contre le mouvement. Ça veut rien dire du tout, là. Peut-être qu'elle, parce que, bon, il y a les hymnes nationaux encore là-dedans aux États-Unis, mais est-ce que ça veut dire que tu ne t'agenouilles pas? Ça veut dire que tu ne respectes pas le mouvement. Tu peux respecter le mouvement, continuer ta prise de position sans toutefois s'agenouiller. Exact. Donc, c'est ça que je veux pas voir en Formule 1, c'est que ce soit forcé. Donc, moi c'est ça que j'attends. Est-ce que si tout le monde le fait et qu'on dit que ça a été une décision globale, je serais un peu déçu. S'il y en a qui le font et que d'autres qui continuent, qui restent debout, ça va être parfait pour moi, là. Ça veut dire que même si tu es d'accord avec le mouvement, tu veux le faire à ta manière. Parce qu'il existe plusieurs moyens. Puis justement en Formule 1, c'est ce qu'on voit présentement, là. Le Re-Race as One, c'est une initiative. La Mercedes noire, c'en est une autre aussi. Donc, t'es pas obligé. Tu peux te joindre au mouvement, mais t'es pas obligé de faire toute une parade. Donc, moi, je pense que si on voit les pilotes s'agenouiller avant le départ du Grand Prix, que ce soit fait volontairement. Ouais, je pense que ça va l'être. Mais je pense aussi que ça va être peut-être un mouvement qui va être populaire chez les pilotes. J'ai une impression comme ça, parce que je sais que la Formule 1 a voulu justement a été l'une des organisations mondiales de sport à peut-être mieux réussir leur approche au mouvement et de mettre leur appui au mouvement. Et puis, j'ai l'impression que de la force que Hamilton défend le mouvement, ça peut encourager les pilotes à tout simplement le suivre. Et je pense que ça pourrait être un mouvement qu'on puisse voir de façon régulière en Formule 1. Oh, exactement. Donc, c'est à surveiller, en fait, lors des émissions d'avant-course, à savoir, est-ce qu'il y en a qui vont s'agenouiller en guise de soutien au mouvement Black Lives Matter ou autre. Et dernière question de cette longue partie 2, en fait.
Max Verstappen aura-t-il assez de constance pour rivaliser avec Lewis Hamilton dans la course au titre? Parce que après les essais privés, on a beaucoup parlé de Verstappen, de Red Bull en général, comme étant une équipe qui pourrait talonner Mercedes. Et là, avec ce calendrier écourté, et surtout le fait qu'on commence au Red Bull Ring où Verstappen a remporté les 2 derniers Grands Prix d'Autriche, est-ce que Verstappen pourrait, après cela, avoir assez de constance pour finalement être le rival direct de Lewis Hamilton? Oui, puis pour être certain qu'il n'y ait pas trop de controverses, je vais enlever mon chapeau de partisan de Red Bull et du grand Max Verstappen, parce que j'en suis un grand fan, pour mettre celui de l'analyseur qui est neutre. Officiellement, je pense que cette saison, s'il y a un pilote qui peut mettre en danger la suite des championnats du monde de Hamilton, c'est Max Verstappen qui, si jamais Honda et Red Bull réussissent à lui donner une voiture qui s'approche à, je sais pas moi, il parlait peut-être de 0,5 secondes de Mercedes. Max a le talent pour aller chercher le pilote britannique. Et s'il y a une saison où ça peut se passer, c'est cette année. Justement, t'en as parlé. T'as 2 Grands Prix quand même au Red Bull Ring où la Red Bull et Max s'amusent quand même bien. Là, on se souviendra que ça n'a pas été facile. Il a manqué son départ. Il s'est retrouvé 5 ou même 7e à un moment. Il a remonté et il est allé chercher Leclerc en quelques tours à la fin de la course. Donc, je pense que c'est une voiture qui marche très bien. Maintenant, c'est le même avantage qu'Hamilton va avoir au Silverstone où il s'amuse de façon quand même facile, si on peut dire. Donc, s'il y a une saison où Max pourrait peut-être gagner même le championnat du monde, je pense que ça peut être cette saison. Maintenant, je pense que Mercedes a encore l'avantage et va être une voiture extrêmement rapide, va probablement dominer encore, mais je peux pas voir Red Bull battre Mercedes de façon au championnat des écuries. Ça, je ne vois pas ça, mais je vois peut-être Verstappen être champion du monde cette année. Puis je ne l'ai pas caché lors du dernier podcast lorsqu'on a fait un retour sur les essais libres. Je pense que Verstappen va être à suivre, va talonner Hamilton et va lui jouer dans la tête aussi. Et on verra bien, mais l'avenir est bon. Je pense que là, on va avoir une course peut-être plus Verstappen-Hamilton, mais plus les saisons vont avancer, plus ça va devenir une rivalité entre Leclerc et Verstappen qui va être extrêmement intéressante à suivre. Donc, écoute, le futur en Formule 1 est bon, notamment grâce à Max Verstappen. Ouais, mais en même temps, moi, tu dis ça, mais Verstappen, c'est quelqu'un de téméraire. Puis tu sais, on en avait parlé un peu plus tôt. Le fait d'avoir une saison écourtée fait en sorte que les pilotes vont prendre beaucoup plus de risques. Puis Verstappen, c'en est un. Mais est-ce que... C'en est un, mais depuis Monaco 2018, il ne faut pas l'oublier. Là. Je pense qu'on peut calculer 2 erreurs. Peut-être une seule erreur depuis Monaco 2018. Puis 2 si on compte peut-être Ocon qui est venu lui... par contact. Ouais. Mais je pense vraiment que son niveau de maturité est haut. Mais c'est sûr que j'ai hâte de voir surtout son niveau de témérité. Je pense que tu as tellement raison de l'amener. C'est un gars qui est motivé, qui aime la course, qui aime les dépassements. Alors, est-ce qu'il va être tenté de trop en faire? Peut-être. Et je pense que ça va être une occasion pour lui, mais aussi pour... Non, ça va être une occasion pour lui de montrer qu'est-ce qu'il peut faire. Mais imagine qu'il réussisse à talonner jusqu'au bout de la saison Hamilton. Ça va rendre la saison absolument incroyable. Mais je te laisse continuer sur ce que tu disais. Et puis aussi, moi je te dirais, Lewis Hamilton aussi a souvent cette
réputation d'être un pilote qui commence lentement, mais ensuite ça va va exploser au cours de la saison pour aller gagner le championnat. Donc on l'a vu en 2018, en 2017 et en 2018 aussi. Il a capitalisé aussi. Donc là, est-ce que ça va peut-être changer est-ce que Hamilton va changer son approche aussi? Ça risque aussi de jouer soit à son avantage, mais à son désavantage aussi. Donc, c'est ça qui rend cette saison un peu imprévisible aussi. C'est de savoir, tout le monde va devoir changer leur approche. Autant Verstappen que Lewis Hamilton. Donc, ça, même dès le premier Grand Prix, là, c'est là où on va voir comment les pilotes vont aborder cette mini-saison, si on pourrait dire, pour l'instant. Et c'est ce qui nous rend aussi fébrile à l'approche de ce fameux Grand Prix qui s'en vient dans 3 jours. 2 jours pour les premiers essais libres, mais 3 jours pour la qualif. Donc, ça sent bon et ça va être une saison qui va être assez imprévisible, mais largement incroyable, je pense. Oh que oui. Maintenant, on a fini avec la partie 2. Maintenant, on va faire un blitz de prédictions, en fait. Parce que là, j'ai 8 prédictions, en fait. Voici la première. Pole position en Autriche. Je vais y aller avec... je pense que ça va être Max Verstappen. Max Verstappen? Ouais. Moi, j'y vais avec Lewis Hamilton. L'évolution moteur que Honda amène, je pense qu'il pourrait peut-être réussir. Ouais, ça c'est un très bon point. Moi, j'y vais avec Hamilton parce que je vois pas... Je sais que la Ferrari a un très bon moteur, mais personnellement, la voiture, je ne suis pas sûr qu'elle va être en mesure de bien se qualifier sur la première ligne. Peut-être même à la limite deuxième, mais je ne vois pas la Ferrari en pole, donc je vois plus Hamilton en pole. Et toi, Verstappen pour Red Bull. Le podium du Grand Prix d'Autriche. Je vois Verstappen, Hamilton et Bottas. Moi, je pense que ça va être ça. Verstappen, Hamilton, ça c'est sûr. Puis à la limite, Charles Leclerc. Leclerc. Aussi, oui. Moi, je vois plus un Charles Leclerc, plus motivé que jamais en plus. Bon, c'est vrai que... Il avait très bien fait l'an dernier. Il avait très bien fait l'an dernier. Comme j'ai dit, la Ferrari, la Ferrari de la SF1000 est décevante, mais c'est de savoir est-ce que elle va mieux se comporter en course que lors des essais. C'est à voir. Le meilleur tour en course en Autriche. Donc, celui qui va prendre le meilleur point, le point le plus rapide. Pour le plus rapide, en fait. S'il est dans le top 10, évidemment. Évidemment. Écoute, on n'est pas à l'abri d'un pilote qui est loin de réussir à gagner de position et est loin de son adversaire à l'arrière. Donc, je pense que je vais prendre en considération que ça n'existe pas et qu'un changement de pneu de dernière minute peut tout changer. Mais la Mercedes va être très rapide sur ce circuit. Donc, j'irai peut-être avec Hamilton. Hamilton aussi. Hamilton. Qui va remporter le championnat de Formule 1.5? Donc, c'est-à-dire le championnat du milieu de peloton chez les pilotes. Parce qu'on a parlé comment ça s'appelle? De la 4e place au championnat des constructeurs. Maintenant, qu'en est-il des pilotes? Qui va finir meilleur des autres? Wow! C'est une très bonne question. Je pense que je vais te laisser répondre en premier. Sergio Perez. J'ai parlé de Lando Norris comme une surprise, mais si la Racing Point est bel et bien rapide, comme on l'a vu aux essais, moi je pense qu'un pilote comme Sergio Perez pourrait réaliser la saison de sa vie. Ouais. J'irais sûrement avec Perez ou je me laisserais peut-être tenter un peu par Carlos Sainz, mais je pense que Perez, cette année, est peut-être un meilleur candidat pour réussir avec les raisons que tu
qu'on parle depuis le début. Je pense qu'on a fait parler beaucoup de la performance que la Mercedes Rose pourrait avoir. Ouais, puis en plus, Perez est un pilote qui est souvent constant. Donc, en termes de qualité-prix, Perez est un excellent pilote pour cela. On a beaucoup parlé du calendrier écourté parce qu'on sait qu'entre le 5 juillet et le 6 septembre, on a des Grands Prix. Mais qu'en est-il de la suite? Le Grand Prix du Canada dans le calendrier improvisé. Est-ce que tu le vois ou c'était juste de la fumisterie? J'ai jamais caché que je croyais énormément au potentiel d'accueillir un Grand Prix encore une fois cette année, malgré les circonstances actuelles. Ça va vraiment dépendre de la santé publique sur ce coup. Mais écoute, pour cette situation-là, je me garderais au milieu parce que j'ai l'impression que la seule possibilité pour moi, pour réussir à avoir un championnat sur 3 continents différents, c'est que le Grand Prix du Canada soit là. Donc, je ne vois pas en quoi la Liberty Media ne serait pas intéressée par venir au Canada, mais c'est vraiment la santé publique qui vient me titiller sur ça, où je ne sais pas à quel point ils vont vouloir que la Formule 1 entre. Donc, je vais dire oui, mais écoute, c'est vraiment parce que je pense positif et que peut-être que ça va amener un Grand Prix au Canada cette année. Ouais, et en plus de ça, tu vois, là on parlerait de probablement une course à l'Action de grâce du 9 au 11 octobre selon poleposition.ca. Évidemment, donc tout ça reste à confirmer. Encore là pour voir si on va avoir une suite de calendrier. Ils ont dit qu'on devrait l'annoncer probablement au cours du... Probablement cette semaine ou peut-être la semaine prochaine. Cette semaine ou bien même la semaine prochaine, mais je pense que ce serait plus avant le départ du Grand Prix d'Autriche qu'on devrait avoir une suite du calendrier. Puis moi, je pense que nonobstant de tout ce qui se passe, je pense qu'il va y avoir une course de Formule 1 à Montréal. Donc, je pense que tout semble être sous contrôle ici au Canada plutôt qu'aux États-Unis. Encore là, tu vois, on en parlait hors d'onde, mais la LNH serait sur le point d'annoncer que Edmonton et Toronto seraient des villes candidates pour accueillir des matchs des séries éliminatoires de la Coupe Stanley au détriment de Las Vegas et un peu partout aux États-Unis. Il y a une recrudescence des cas de COVID-19. Donc, et là, encore là, est-ce qu'on va avoir une course aux États-Unis cette année avec justement cette recrudescence, mais aussi le modèle du Circuit des Amériques, à savoir est-ce que ça va être possible d'accueillir un Grand Prix à huis clos sans nécessairement engranger des pertes financières très importantes. Donc, si c'est le cas, le Grand Prix du Canada serait l'option pour une course dans les Amériques. Sachant que moi, personnellement, il n'y aura pas de Grand Prix du Brésil cette année avec l'état présentement et l'entêtement du président brésilien. Effectivement. On va rester hors des politiques. Dans le sport. On va rester dans le sport. Le nombre de victoires de Lewis Hamilton en 2020, parce que j'en ai parlé en introduction, Lewis Hamilton n'est plus qu'à 7 victoires je pense que c'est 7, oui, à 7 victoires d'égaler la marque de Michael Schumacher qui est de 91. Et on a 8 courses présentement entre le 5 juillet et le 6 septembre. Et évidemment, les 2 dernières courses de la saison à Abu Dhabi et au Bahreïn. Donc, si jamais on devait avoir d'autres courses, donc ce serait Mugello, le Canada, la Russie, Sochi, la Russie, la Chine à la limite, un programme double. Combien de victoires Lewis Hamilton devrait remporter en 2020?
Est-ce qu'on prend en compte que seulement ceux qui sont officiels ou... Parce que là, on ne sait pas combien... Ça va vraiment dépendre de beaucoup de choses, mais... Je vais y aller vraiment large, on va dire. Si Ok, très large. on va se projeter dans comme quoi le calendrier vient de au moment où je parle, le calendrier vient de sortir, puis on a d'autres courses Ok. confirmées entre guillemets au calendrier. C'est difficile à répondre. Je sens que ça va vraiment dépendre de à quel point la Red Bull va être capable de talonner Mercedes, mais en règle générale, je vois Mercedes beaucoup plus à l'avant. Écoute, si jamais il y a vraiment 15 courses ou 18 courses, je pense que les 7 victoires, c'est extrêmement possible. Si tu me dis qu'il y a seulement 10 courses, là, je commence à hésiter un peu, mais sur une saison qui est plus complète, là, qui s'approcherait plus du 15-18 courses, je pense que c'est très possible qu'il réussisse à battre son record et d'arriver à avoir les 7 victoires qu'il lui manque. Et toi? Et peut-être même 8. Moi, je dirais... Peut-être. Moi, je te dirais, dans l'ensemble, je pense qu'il pourra en avoir 8 à la limite. 8, voire même 9. Parce que ce sont des... surtout, je parle de Sochi, Abu Dhabi, à la limite, Montréal. Ce sont des circuits où Hamilton a été souvent excellent. Bon, à part le Canada, on n'en parlera pas. Mais quand même, sur des circuits où Hamilton a quand même bien fait. Donc, moi, je pense qu'il va quand même avoir... il devrait être en mesure. Mais le problème... Il ne faut pas oublier Silverstone. Silverstone. S'il réussit à gagner les 2 courses à Silverstone, ça va. Moi, ce qui va m'inquiéter, c'est plus les 3 premières courses de la saison. On en a parlé de Red Bull, mais on oublie souvent que le Grand Prix de Hongrie aussi, là, c'est un circuit où le moteur n'est pas important. Ce qui pourrait avantager Mercedes, mais ce qui va avantager beaucoup plus Red Bull. Et Ferrari à la limite aussi. Et c'est qui va rendre cette saison fascinante. Exact. Puis c'est fascinant à quel point la saison va être incroyable parce que, écoute, là, on parle de Hamilton qui pourrait potentiellement réussir à battre son record, réussir à être champion du monde, mais il y a un petit Max Verstappen qui pourrait venir gâcher tout ça cette année. Et on n'a pas la réponse aujourd'hui, mais je sens qu'à la fin de la saison, on va être aussi fébrile parce que la saison va avoir été très, très largement à profit du spectacle et pour les partisans. Ouais, donc ça va être à voir évidemment. Peu importe à quel moment vous nous écoutez, on attend encore la confirmation de la suite du calendrier. Alors, ça va être à voir, mais nous, on pense que Lewis Hamilton, si jamais on a une saison de 15 courses minimum, qu'on aura peut-être. On verra Lewis Hamilton battre le record de Michael Schumacher. Et ironiquement, on parle de Verstappen. Évidemment, le père Yosh a été un coéquipier de Michael Schumacher dans les années 90. Donc, écoute, ce serait quand même drôle. Ouais. Là, il nous reste 2 questions, mais évidemment les plus importantes. Champion des constructeurs. Mercedes, moi aussi. Ça va être une domination, avec les 2 pilotes qui ont moins. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que Mercedes devrait remporter le titre. Et finalement, qui sera sacré champion des pilotes? Je vais mettre Lewis Hamilton pour les raisons qu'on a énumérées, mais je serais vraiment pas surpris que Max Verstappen soit champion du monde cette année. Alors, écoute, c'est trop facile de dire l'autre il pourrait peut-être gagner. Je vais y aller peut-être avec une surprise, mais je sens que Max Verstappen pourrait devenir champion du monde cette année. Ah, okay. Donc toi tu vas plus avec donc toi tu vas avec la surprise. Ouais. Ok.
Moi, je vais aller avec le safe bet. Je vais mettre Hamilton. Justement parce qu'Hamilton a souvent cette constance très particulière, fait très peu d'erreurs. Mais évidemment, Max Verstappen en fait beaucoup, beaucoup moins que les dernières années. Donc, je pense que... Mais à quel point il va être aussi constant que Lewis Hamilton, ça reste à voir. Donc, moi, je vais y aller plus avec un safe bet. Ça va être Hamilton. Ça serait très drôle que Max Verstappen connaisse sa pire saison puis se ramasse 4e au niveau du classement des pilotes. Ah, écoute, si tu sais, si jamais c'est le cas, ben là, écoute, on va tous avoir l'air un peu ridicule d'avoir surélevé Verstappen. Pas seulement nous, mais tout le monde, tout l'univers de la Formule 1. Wow. Bon. Ouais, j'ai très hâte de voir. Ouais, j'ai très hâte aussi. Donc, on a fait le tour. Donc, c'est ce qui va conclure, en fait, cet épisode spécial du Bulletin F1. Évidemment, si vous voulez continuer la conversation, vous pouvez le faire. On est sur Facebook, à facebook.com/Bulletin F1, sur Twitter, @le Bulletin F1, et sur Instagram, je vais le mentionner maintenant, Instagram, @le Bulletin F1 aussi. Évidemment, la saison commence ce dimanche, mais ce sera aussi le retour. En fait, c'est le retour de nos textes d'épisodes avant course, donc disponible sur notre site bulletinf1.com. Il est d'ailleurs déjà disponible. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, on va revenir avec le podcast sur ce Grand Prix, puis donner un petit avant-goût sur le Grand Prix de la Styrie par la suite. Et donner nos bulletins de notes sur notre site bulletinf1.com, comme toujours, comme c'est le cas, comme c'est une tradition, en fait, après chaque Grand Prix. Je vais en parler tout de suite. Évidemment, on continue de penser à Alex Zanardi, qui a été lourdement frappé par... qui a été gravement victime d'un accident, qui a été opéré même encore hier. Donc, on prie tous pour lui, pour qu'il s'en sorte. C'est un héros pas mal, non seulement à l'intérieur de la course automobile, mais dans la vie en général pour tout ce qu'il a fait. Donc, on pense à toi, Alex. Puis aussi, je sais qu'il y a vous pouvez regarder les Grands Prix sur RDS jusqu'en 2023 aussi. Oui. Donc, ça aussi, c'était bon, ça a été annoncé depuis février. Mais aussi, si vous voulez, vous pouvez regarder F1 TV, qui est maintenant, la version pro, est maintenant disponible au Canada. Donc, et c'est pas une pub que je fais, c'est juste pour vous avertir. Jusqu'au 6 juillet, je pense inclusivement, vous avez un rabais de 25% sur l'abonnement annuel. Donc, au lieu que ça vous coûte $80 pour la saison, par année, vous allez payer $60 avec le code BACK25, donc BACK25. Donc, si vous ne vous êtes pas abonné à F1 TV Pro, ben faites-le parce que vous allez économiser à peu près $20 sur l'abonnement annuel. Puis vous pouvez regarder la course en direct. Vous avez les caméras embarquées des 20 pilotes. Vous avez même le Pit Lane Channel où vous pouvez regarder les Grands Prix avec plusieurs écrans. Il y a même un live timing plus avancé. Donc, BACK25, c'est le code. Je vais mettre ça aussi sur le site bulletinf1.com, mais aussi sur nos réseaux sociaux pour que vous puissiez en profiter si jamais vous voulez essayer F1 TV Pro. Mais aussi, pour ne pas décourager RDS, parce qu'on adore aussi Pierre Houd et Bertrand Houle, ben, vous pouvez regarder RDS aussi. C'est tout aussi intéressant. Donc, et vous pouvez vous abonner à RDS Direct. Je crois que c'est $20 par mois. Ou bien $5 par jour. Donc, si vous voulez regarder les Grands Prix de Formule 1 avec la voix de Pierre et Bertrand sur vos plateformes, vous pouvez le faire avec RDS ou RDS Direct. Et évidemment, pour terminer, nos podcasts sont disponibles non seulement sur Bulletin F1, mais aussi sur toutes les plateformes disponibles, donc Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher et autres. Et on a aussi le fil RSS qui est disponible sur notre site bulletinf1.com. Marc-André, un énorme merci. Merci à toi, Abdou, encore une fois.
Et oui, et en plus de cela, ben, la prochaine fois qu'on va se parler, on va revenir sur le Grand Prix d'Autriche. Donc, on a très hâte. Alors, Très fébrile. on est très fébrile. Alors, sur ce, ben, je vous souhaite une bonne fête du Canada. Et on souhaite aussi un très bon anniversaire à Daniel Ricciardo qui fête son 31e anniversaire en ce 1er juillet. Alors, Et bon début de saison. et un très bon début de saison surtout. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Bulletin F1, le 45e. Je m'appelle Abdoussal et on continue toujours de rouler avec le Bulletin F1.